Dans les épisodes précédents, nous avons vu que le rôle de la police s'inscrivait dans des politiques destinées à contrôler, punir, intimider les minorités, les pauvres et les classes dites dangereuses. Cela se traduit depuis plus d'un siècle par des violences policières qui frappent principalement les Noirs américains et qui ont souvent été au centre de leurs revendications politiques, notamment celles du mouvement Black Lives Matter. Mais comment comprendre que ces violences persistent depuis plus d'un siècle et que les Noirs restent les principales victimes ? Contrairement à ce que l'opinion publique pense souvent, non, ils n'avaient pas fait quelque chose de mal pour provoquer la réaction des policiers et non, les Noirs ne sont pas plus souvent criminels. Bien loin des stéréotypes, les populations pauvres et minoritaires sont en demande de justice et de protection de la part de la police. Mais ils la craignent aussi, car ils le savent, leur intervention peut mal tourner. Un rapport du ministère de la Justice sur la police de Ferguson dresse une liste accablante. Emails racistes, violences, violation des droits constitutionnels, conflits d'intérêts, harcèlement, raquettes organisées, y sont présentés comme routiniers. Entre 2010 et 2014, dans cette ville de 21 000 habitants, pas moins de 90 000 procès-verbaux et assignations ont été distribués pour des infractions municipales. Selon ce rapport encore, presque 90% des cas connus où les policiers de Ferguson ont fait usage de la force concernaient des Africains américains. Et le rapport concluait « Notre enquête indique que cette pression disproportionnée pesant sur les Africains américains n'est pas causée par des différences dans les degrés auxquels les gens des différents groupes raciaux violent la loi. Au contraire, notre enquête a révélé que ces disparités se produisent au moins en partie à cause des préjugés et stéréotypes illicites. » Dans cet épisode, nous allons voir comment ces idées sont construites et incrustées dans la tête des gens, y compris parfois des Noirs eux-mêmes qui intériorisent des stéréotypes racistes, et comment l'institution policière est construite, pour ne pas dire conçue, pour produire des discriminations et des inégalités de traitement. Un des premiers facteurs de violence aux États-Unis, c'est évidemment l'omniprésence des armes à feu. On estime qu'il y en aurait environ 400 millions en circulation. Il y a plus d'armes à feu que d'habitants dans ce pays. Même si, en fait, elles sont détenues par une minorité de personnes, c'est un problème car la simple possibilité que les gens soient armés pèse dans les décisions des policiers au cours de leurs interventions. Rappelons que la loi permet aux policiers de faire usage de leurs armes lorsqu'ils pensent que leur vie ou celle d'autres personnes sont en danger. Il n'est pas nécessaire que le danger soit réel, il suffit que le policier ait pensé qu'il y avait un danger. Et peu importe si la Constitution autorise les citoyens américains à être armés. On se souvient par exemple du cas de Philando Castile, tué à bout portant dans sa voiture lors d'un contrôle en 2016. Par précaution, il avait informé l'agent qu'il possédait une arme et un permis. Mais le policier a paniqué et a tiré 7 balles à bout portant, alors que Philando Castile voulait attraper son portefeuille dans la boîte à gants. Au procès, Geronimo Yanez a été reconnu non coupable. Des études ont montré que dans les États où il y a plus d'armes à feu, les civils sont plus susceptibles de tuer d'autres civils et que les policiers en retour y sont plus susceptibles de tuer des civils. La possibilité d'une arme, donc, augmente le risque et le stress des policiers. C'est pour cela qu'ils déchargent autant de munitions. Et contrairement à Philando Castile en 2020, Jacob Blake a miraculeusement survécu, lui, aux 7 balles tirées sur lui à bout portant aussi, alors qu'il rejoignait sa voiture. Des enquêtes ont montré que des policiers interrogés juste après un shooting sous-évaluent souvent le nombre des balles qu'ils ont tirées. C'est un véritable cercle vicieux. En parallèle, il y a également la question de l'armement des policiers eux-mêmes. Bien que les crimes violents aient diminué aux États-Unis depuis 1993, la militarisation de la police, elle, s'est accélérée. Leurs armes semi-automatiques de base permettent de décharger en quelques secondes jusqu'à 15 balles. On sait là aussi, grâce à des enquêtes, que de nombreux policiers ont recours à leur arme à feu car ils n'ont pas confiance en eux pour appréhender les suspects par la force physique ou parce qu'ils ont peur. Ils sont donc entraînés pour tirer jusqu'à neutralisation totale du suspect car quelques secondes de pause pourraient, selon eux, permettre au suspect de riposter. C'était le cas de Geronimo Yanez, le policier qui a tué Philando Castile. Il avait effectué 20 heures de formation dans un programme controversé intitulé Bulletproof Warrior, qu'on pourrait traduire par combattant blindé. C'est une formation qui apprend aux policiers qu'ils doivent être, je cite, prêts à tuer, que toute hésitation, et donc réflexion, peut leur être fatale. Comme beaucoup d'autres policiers, Yanez avait effectué dans sa carrière une centaine d'heures de formation sur les armes, l'usage de la force, la survie sur le terrain
et seulement 2 heures sur le désamorçage de crise. Et ça ne va pas de soi. On pourrait imaginer que la résolution d'enquête ou la notion d'assistance soit privilégiée par exemple. On voit donc bien qu'au contraire, la question de la violence est centrale dans l'approche que les policiers ont de leurs fonctions. Paradoxalement, alors que les armes à feu rendent leur travail plus dangereux, un sondage du Pew Research Center montre que 74% des policiers pensent qu'il est plus important de protéger le second amendement et le droit des armes que de le réglementer davantage. L'équipement des policiers, tout comme leur état d'esprit, sont aujourd'hui proches de ceux de soldats. Au total, entre 1990 et 2012, c'est 4,3 milliards de dollars d'équipements militaires et paramilitaires qui ont été transférés du ministère de la Défense à celui de l'Intérieur. Des petits départements de police se sont retrouvés équipés d'hélicoptères, de tanks, de jumelles à vision nocturne et d'armes de guerre. En outre, depuis les années 1980, de plus en plus d'unités spéciales d'intervention, SWAT, ont été formées. Elles sont déployées environ 50 000 fois chaque année dans des opérations forcément souvent disproportionnées. Car en théorie, elles sont préparées pour intervenir dans des situations à haut risque, comme les prises d'otages ou les attentats, mais en pratique, elles sont déployées principalement pour des petites opérations comme des perquisitions ou des infractions. Ces dispositifs augmentent la violence et le nombre des contacts avec la police. Il y a donc un vrai problème au niveau de la formation, du recrutement et de l'équipement des policiers. Mais s'ils étaient juste mal formés, ils commettraient des bavures avec tous les citoyens américains. Or, les Noirs sont victimes de violences policières de manière disproportionnée. Pourquoi ? Pourquoi les policiers ont-ils plus souvent peur face à un citoyen noir que face à un blanc ? Pourquoi Darren Wilson a-t-il décrit Michael Brown comme un démon se jetant sur lui alors que ses collègues offrirent un burger à Dylan Roof qui venait de massacrer 9 personnes dans une église, ou d'autres encore ont proposé de l'eau à Kyle Rittenhouse qui venait de tirer sur 2 personnes dans une manifestation à Kenosha? La peur des policiers est souvent un réflexe incontrôlé. En général, ils sont de bonne foi quand ils expliquent avoir eu peur. Et souvent, ils ne sont pas conscients des préjugés racistes qu'ils ont intériorisés comme le reste de la société. Rappelons en effet que le racisme dans la police ne se limite pas à quelques brebis galeuses, mais que tous les policiers ne sont pas racistes non plus. Au contraire, peu importe les intentions ou les croyances des individus, c'est l'institution qui produit des discriminations mécaniquement, par le recrutement, par la formation, par l'équipement, par les missions, par le déploiement des effectifs, par l'impunité organisée. Et à tous ces mécanismes, sur lesquels nous reviendrons dans quelques instants, s'ajoutent les préjugés racistes, à la fois conscients et inconscients. Dans certains cas, le racisme est explicite, comme quand la police de Miami a utilisé des photos d'hommes noirs comme cible d'entraînement dans un stand de tir, ou surtout dans des centaines de cas connus de policiers ayant des liens avec des groupes suprémacistes blancs. Comme le note Michael German, ancien agent du FBI devenu chercheur spécialiste du terrorisme domestique, la plupart du temps, les opinions et activités racistes de ces agents sont connues de leurs collègues et de leurs supérieurs, mais ne conduisent à des sanctions disciplinaires que lorsqu'un scandale public éclate. Mais le plus souvent, le racisme est implicite. Tout le monde a des préjugés, c'est humain. Mais ceux des policiers, du fait qu'ils sont armés et mis dans des situations dangereuses et stressantes plus souvent, ont des conséquences plus graves. Des chercheurs ont utilisé des jeux vidéo pour montrer que les policiers avaient le réflexe de tirer plus rapidement et plus précisément sur les suspects noirs que sur les suspects blancs. Philippe Atibagoff, un psychologue spécialiste des relations entre la race et la police, a montré que les policiers et professionnels judiciaires surestimaient fortement l'âge des enfants noirs et les traitaient donc plus sévèrement. Cette inégalité de traitement a des conséquences très lourdes. Les adolescents noirs ont 18 fois plus de risques d'être jugés comme des adultes que les blancs, et donc d'encourir des peines plus lourdes. Quand on sait par ailleurs qu'une fois en prison, les enfants jugés comme des adultes ont 2 fois plus de risques de subir des violences de la part d'un gardien, 5 fois plus de risques d'être agressés sexuellement et 8 fois plus de risques de se suicider, on mesure à quel point le problème est structurel. Tous les individus d'une société intériorisent les représentations et les stéréotypes auxquels ils sont exposés. C'est ce qui explique, par exemple, que même les policiers noirs tuent disproportionnellement d'autres noirs. Mais d'où viennent ces préjugés ? Nous avons vu dans un épisode précédent qu'il y a eu une longue histoire du racisme dans la société américaine et dans la police. De l'esclavage aux lois Jim Crow, toutes les institutions ont contribué à construire une représentation violente et hostile des Noirs, et en particulier des hommes noirs, systématiquement associés aux crimes et aux dangers. Les médias jouent un rôle tellement important dans la production et la diffusion de ces préjugés que nous y consacrerons le prochain épisode à part entière. Mais de nombreux travaux de psychologie ont montré que le résultat, c'est que les Blancs tendent à surestimer la force physique des Noirs et à sous-estimer leur sensibilité à la douleur, par exemple. La ségrégation résidentielle
raciale n'aide pas puisque les Blancs vivent dans des quartiers homogènes et distincts, et comme ils ont peu d'interaction avec les minorités, ils ont tendance à avoir plus de préjugés. Et c'est aussi vrai pour les policiers qui travaillent dans des quartiers où ils ne vivent pas. Ils ne perçoivent pas la population comme leurs semblables. Un policier racontait par exemple que sa perception des habitants du quartier où il travaillait, et donc de sa mission, avait radicalement changé quand il a troqué son service de nuit pour travailler de jour. Voir les habitants dans leur diversité et dans leur vie quotidienne, les enfants qui sortaient de l'école, des personnes âgées qui allaient chez le médecin, les avait humanisés. Nous avons vu dans un précédent épisode que l'ADN même de la police est marqué par ces patrouilles qui avaient pour principale mission de rattraper les esclaves échappés des plantations et de défendre les lois ségrégationnistes formelles et informelles. Bref, de protéger l'ordre racial. D'autres politiques publiques ont pris le relais pour maintenir cet ordre social et racial. Sans pouvoir être exhaustif, mentionnons-en quelques-unes. Ainsi, la guerre à la drogue, l'incarcération de masse, les politiques Broken Windows par exemple. La grande majorité des interactions entre la police et les Africains-Américains concernent des petites, voire des très petites infractions. Réduire le nombre d'interactions est donc un moyen de réduire le nombre de confrontations plus graves. Lors des dernières élections en novembre 2020, une douzaine d'États ont par exemple dépénalisé la consommation de cannabis. Ce genre de loi, ou d'abrogation de loi, est très important dans la lutte contre la criminalisation des Noirs et des minorités. Aux questions de formation des policiers, d'armes à feu et de stéréotypes raciaux, s'ajoute un autre facteur crucial dans la persistance des violences policières, l'impunité. Lorsque Derek Chauvin maintient son genou sur le cou de George Floyd pendant presque 9 minutes, alors qu'il se sait filmer, il manifeste sa certitude et son assurance qu'il ne risque rien. Il n'a visiblement pas peur des répercussions. Après tout, il avait déjà été visé par 22 plaintes ou enquêtes internes au cours de ses 19 ans de service et ses victimes le décrivent comme brutal et insensible. Pourtant, il n'avait été sanctionné qu'une seule fois. Et en plus de poursuivre tranquillement sa carrière, il avait même reçu une promotion. Selon Mapping Police Violence, dans 98,3% des cas où quelqu'un a été tué par la police entre 2013 et 2020, aucun policier n'a été inculpé. C'est pour cette raison que le procès de Derek Chauvin, qui a lieu en ce moment même, est historique. Car il a fallu énormément de pression politique pour qu'il soit arrêté, puis jugé. Quels sont les mécanismes de l'impunité ? D'abord, il y a une culture de l'omerta et du secret dans les services de police. Les policiers qui essaient de dénoncer les agissements de leurs collègues subissent des représailles. Ensuite, il faut compter avec le rôle des syndicats. Les règles varient entre les départements de police, mais tout un éventail de mesures permettent aux policiers ayant fait usage de la force ou ayant tué quelqu'un d'être protégés. Ils peuvent, par exemple, s'entretenir avec leurs collègues ou visionner les vidéos avant de faire leur déposition, ce qui leur permet de vérifier la cohérence de leur histoire. Ils peuvent avoir des délais de plusieurs jours également, qui leur permettent d'organiser leur défense et leurs propos. Les règlements peuvent aussi interdire les licenciements ou payer les dommages et intérêts éventuels au lieu du policier lui-même. Et en plus, il y a des lois qui scellent les dossiers disciplinaires dans la moitié des États. Donc on voit bien que les policiers n'ont quasiment rien à craindre. Ils ne paieront pas de leur poche, ne perdront pas leur emploi, et s'ils doivent être recrutés ailleurs, il n'y aura pas de mention sur leur dossier disciplinaire. Mais les choses évoluent doucement, comme à New York où, après la mort de George Floyd et les manifestations de masse, le gouverneur Andrew Cuomo a abrogé une loi qui maintenait secret justement les dossiers disciplinaires des agents de police. L'impunité des policiers est également assurée par la loi. Il est déjà rarissime que les procureurs poursuivent les policiers, mais ensuite il faut encore que les grands jurys inculpent et que les jurés les reconnaissent coupables, et à l'unanimité. C'est donc très rare. Un autre recours serait de condamner les policiers pour la violation des droits constitutionnels d'un citoyen et leur faire payer des dommages et intérêts. Mais ils sont protégés par un principe légal appelé l'immunité qualifiée. Il accorde l'immunité aux policiers à moins que le plaignant apporte la preuve qu'il y a déjà eu une décision de justice portant sur le même traitement et dans le même contexte. Dans le cas de Malaika Brooks, par exemple, à Seattle en 2004, enceinte de 7 mois, elle a été tasée 3 fois à la taille, au bras et dans le cou, puis traînée par terre pour ne pas avoir voulu signer le reçu d'une contravention. Il aurait fallu qu'elle apporte la preuve que les droits constitutionnels d'une autre femme avaient été enfreints dans les mêmes circonstances pour que sa plainte aboutisse. Donc c'est presque impossible. Et là encore, même quand exceptionnellement une plainte aboutit, de nombreuses lois transfèrent le paiement des dommages et intérêts au gouvernement et exemptent les policiers. C'est de l'argent public qui indemnise les victimes dans 99,98% des cas. Tout comme pour les accords amiables signés avec les familles. On parle de centaines de millions de dollars d'argent public chaque année. La famille de Michael Brown a ainsi reçu 1,5 million de dollars de la ville de Ferguson et celle de Laquan McDonald 5 millions de dollars de la ville de Chicago.
La mère de Philando Castile a, elle, reçu 3 millions de dollars de la ville de Minneapolis et sa compagne, qui avait filmé la scène, 800 000 dollars. Ce sont les caisses municipales qui paient ces indemnités très élevées, pas les policiers eux-mêmes qui ne s'exposent donc à aucune répercussion. On voit même que très souvent leurs salaires et pensions sont maintenus alors qu'ils sont suspendus. Les activistes proposent donc que l'on contraigne les policiers à payer eux-mêmes une partie de ces indemnisations pour les contraindre à prendre leurs responsabilités. Une loi dans ce sens a ainsi été adoptée dans le Colorado. De même, les activistes proposent que les assurances contractées par les policiers ne puissent pas les couvrir à 100%. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous avons expliqué un certain nombre de mécanismes et vu comment, ensemble, ils font système et permettent aux violences et au racisme de se perpétuer. Dans le prochain épisode de Stop Killing Us, nous verrons le rôle particulier des médias dans la production des préjugés racistes et de l'image du noir criminel.